Bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, votre serviteur Éole vous a trouvé quelques petites histoires des Hautes-Alpes. Au programme de la vidéo, un trésor bien caché, un ours très fidèle, une sorcière qui tient à son intimité, un dragon battu de façon peu conventionnelle, et un petit tour autour d'une des fleurs probablement les plus connues en France dans le coin. Installez-vous confortablement et ne perdons pas un instant. Nous commencerons cette vidéo avec une histoire pour le moins amusante. Non, pas pour ses propos bien sûr, mais plutôt pour le fait que nous avons pu en voir une déjà similaire. Cependant, similaire ne veut pas forcément dire identique. C'est avec cette petite nuance que nous allons parler de l'histoire du trésor de la rue des Masques. Un trésor bien caché et pour cause. On ne peut l'atteindre qu'une seule journée par an, ou plutôt une seule nuit. De même que la fameuse rue n'en est pas une. Il s'agit plutôt d'un sentier qui longe la falaise dans les gorges de Guil, entre les villes de Guillestre et Mont-Dauphin. Quant au trésor, l'on raconte qu'il a été créé par des sorciers. Une cavité rocheuse s'ouvrirait alors la nuit de Noël, au premier coup de minuit. Mais gare à celui qui n'en sera pas ressorti au 12e, sous peine de se retrouver prisonnier pour un an. D'ailleurs, c'est un peu ce qui se passera dans notre histoire. Un soir de Noël, sans surprise, une veuve et son nourrisson avaient entendu parler de cette légende. C'est ainsi qu'elle se rendit en lieu et place, juste à temps pour le premier coup de minuit. La grotte s'ouvrit, et la femme y trouva le trésor promis. Mais trop peu de temps pour lui permettre d'en prendre ne serait-ce qu'une pièce. À peine avait-elle déposé son enfant sur un tas d'or, que le 11e coup sonna, et n'ayant pas le temps de récupérer son trésor, la veuve dut sortir de la grotte avant que cette dernière ne l'enferme. Sans son enfant, elle demeura chaque jour devant l'entrée inerte de la caverne, effondrée, attendant parfois jusqu'à s'endormir. Mais chaque matin, elle était dans son lit avec du pain posé sur la table. Chaque jour, elle revenait devant la grotte, et ce manège dura un an. Lorsque Noël arriva à nouveau, la grotte s'ouvrit, et son enfant lui tendit les bras, son seul et unique trésor à ce moment. Elle ne songea même pas à prendre une seule pièce, sortit de la caverne, et ne se retourna pas. Elle remercia le ciel que son fils soit vivant, et depuis, ils ne connurent plus jamais la misère. Si l'histoire se termine ainsi, je ne peux vraiment m'empêcher de supposer que les sorciers ont pu prendre soin de l'enfant, de même qu'ils ramenaient chaque matin la mère dans son lit. Quoi qu'il en soit, tout finit bien, et l'on retiendra à nouveau qu'il n'est pas plus précieux trésor que son propre enfant. Pour le coup, j'ai trouvé cette histoire vraiment très belle et sympathique à découvrir. Celle de la fontaine de l'ours qui semble être un lieu rempli de mystères. Son origine part d'ailleurs d'une amitié un peu inattendue. Nous devrons remonter aux alentours de l'an 600, quand l'évêque de Gap revenait d'un voyage à Rome aux commandes d'un attelage tiré par des bœufs. Dans les forêts des Hautes-Alpes, il subit l'assaut d'un ours qui s'en prit à une de ses bêtes de somme. Mais contre toute attente, nulle peur de la part de l'homme qui ordonna au prédateur de prendre la place du bœuf pour tirer sa charrette. Et l'ours obéit, aussi étonnant que cela puisse paraître, docilement de surcroît. Pourtant, avec le temps, c'est une amitié profonde qui se noie entre l'homme et la bête. Bon, dans cette histoire, Phil Collins ne fera pas de chanson malheureusement, mais bref. L'animal aimait se balader en forêt quand son ami était pris dans ses devoirs religieux. Un jour, alors qu'il creusait dans le sol de sa tanière, il révéla une source d'eau si pure et si limpide qu'il se promit d'y finir ses jours une fois sa mission auprès de l'homme terminée. L'évêque avait d'ailleurs tant d'affection pour le prédateur qu'il le para de bijoux, une chaîne d'or et d'argent. Malheureusement, le temps n'épargne personne, et l'ours devrait bientôt se séparer de son ami, mourant. Ce dernier lui confia un dernier secret avant de retourner à la terre. L'ours, de son côté, disparut après l'enterrement, après avoir fait entendre aux habitants, par ses lamentations, toute sa tristesse alors qu'il portait le cercueil durant le cortège funèbre. Longtemps plus tard, durant la construction de l'abbaye de Boscodon, on retrouva les ossements de Messire l'ours qui avait fini ses jours près de sa fontaine. La chaîne d'or et d'argent ne laissa aucune place au doute quand on l'identifia.
Les derniers mots que l'évêque avait prononcés à l'ours furent retrouvés un jour. Il annonçait que l'ours revivrait et reviendrait à sa fontaine avec ses bijoux. De là, le torrent de Boscodon s'apaiserait enfin. On prétend alors que le fantôme de l'ours parcourt la forêt inlassablement en quête des bijoux, pour répondre aux dernières volontés de son ami. Même si cette histoire est un peu plus vaste, j'ai tenté de vous résumer le tout ici. Néanmoins, je trouve que cela change un peu et apporte un petit vent de fraîcheur dans nos petits contes hebdomadaires. Car même si on peut retrouver parfois des similitudes, certaines histoires demeurent réellement uniques. Les ermites sont souvent assez représentés dans les histoires et contes populaires. Il en existe de différentes sortes. Solitaires vivant en parfaite autosuffisance, ou alors reclus proches de la société mais à la fois tout aussi éloignés. Puis, il y a les personnes qui vivent en marge de la société, proches des villes et villages, mais ni dedans ni dehors. C'est le cas de la Roumano, considérée comme une vieille sorcière qui vivait dans une cabane dans un endroit du nom d'Aiguille. Si nombre de villageois étaient curieux de connaître ses secrets, ils se contentaient de garder l'idée simplement dans un coin de la tête, car peu étaient enclins à prendre réellement le risque. Et ainsi, la vie suivit son cours. La Roumano vivait tranquillement et n'embêtait personne. D'où venait l'idée qu'elle était une sorcière ? Tout simplement lors de ses passages furtifs dans le hameau, quand elle venait chercher des denrées qu'elle ne pouvait avoir par elle-même. Ainsi les habitants avaient bien un petit contact avec elle par ce biais. Mais ce n'était pas tant sa présence que sa tenue qui mettait son entourage mal à l'aise. Entre son foulard, ses amulettes, sa tenue très colorée, elle dénotait complètement avec les habitants par un style plus gitan, et l'on sait très bien comment ils étaient vus à cette époque. D'où son nom d'ailleurs, la Roumano. Mais ce temps de paix précaire ne dura pas, car la curiosité finit toujours par prendre le pas. Une villageoise un peu trop curieuse de connaître les secrets de la prétendue sorcière tenta de la piéger. Elle déposa du lait et du vin devant sa porte avant de se cacher. La Roumano en sortant goûta les deux cadeaux avant de s'en retourner dans sa cabane, mais surprit la jeune femme qui tentait de regarder à l'intérieur et la chassa. On ne revit plus la vieille femme jusqu'au jour où sa cabane prit feu, mais elle n'était plus dedans depuis longtemps et plus jamais on ne la revit à Aiguille. Que ce soit son origine ou ses secrets, ils demeureront un mystère pour les habitants. Encore une histoire qui nous montre que la curiosité mal placée peut être la pire des idées. Ou en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Parfois, il vaut mieux respecter la sphère privée des autres, même s'ils peuvent sembler différents des standards que l'on connaît. Les dragons sont probablement les animaux imaginaires les plus répandus sur Terre. Donc forcément, en France, il va y en avoir encore quelques-uns dans nos légendes. Mais tous ne rencontrent pas une fin en combattant dans des proportions épiques face à un ou plusieurs héros. Non, parfois les solutions les plus simples peuvent être les moins dangereuses. C'est exactement ce que nous allons voir dans cette histoire. Celle de Véran contre un dragon monstrueux ayant terrorisé la région et dont les traces de la légende existent jusque dans les annales d'Avignon. On ne sait combien de temps l'animal avait régné. Les hameaux du coin craignaient plus que tout de voir son ombre passer sur le sol, car après tout, cela laissait alors présager que mort et destruction. Les troupeaux, les champs, rien n'échappait à son courroux. Malgré le fait que de nombreux combattants, soldats et guerriers avaient levé le glaive dans le but de terrasser la bête, aucun n'était parvenu à transpercer ses écailles ou son cuir. L'animal semblait invulnérable et rien ne semblait promettre un avenir paisible pour la région. C'est dans ce contexte qu'intervint l'évêque Véran venu de Cavaillon. Ne supportant plus la vue de la bête et encore moins tout le mal qu'elle pouvait faire, il mit au point un plan ingénieux visant à mettre un terme à son règne. L'objectif était de simplement l'empoisonner. Une idée à la fois simple et complexe, car il fallait que le dragon ne se rende compte de rien. Par chance, il était tellement peu prudent au vu de sa grande force qu'ils étaient parvenus à leur fin. Le dragon ressentit rapidement les effets de la toxine ingérée et hurla de souffrance d'une telle force qu'on l'entendit dans toute la région. D'autant plus qu'il avait parcouru un bon chemin avant d'expirer son dernier souffle et disparu sur la montagne de Beauregard. On ne le revit plus jamais, ni son ombre, ni son corps. Les bergers qui avaient entendu dire que le vénérable évêque Véran avait eu raison de la bête, baptisèrent alors la contrée Saint-Véran, pour ne jamais oublier qui les avait délivrés du monstre. Il est vrai que dans la plupart de nos histoires, les animaux sont soit tués par un héros, soit par la foi. Mais l'idée d'user d'un poison pour tuer une créature bien plus puissante demeure probablement la plus réaliste. Car une fois le poison englouti, la créature ne peut malheureusement plus rien y faire. Difficile de ne pas parler des Alpes sans évoquer cette fleur assez représentative de nos montagnes. Probablement une des plus belles fleurs au passage, même si j'assume ne pas m'y connaître. Cependant, il y a quelques légendes autour de ces pétales et nous allons en voir une.
Nous parlerons ici d'un couple dont le nom a été oublié dans le temps. Ils vivaient une vie heureuse dans un petit village de montagne, et le mari avait pour habitude de s'aventurer dans les hauteurs pour en ramener des herbes ou chasser les marmottes. Sauf que la montagne peut être un endroit magnifique autant que terrible. Parfois il arrive que les aventuriers s'y perdent, et c'est malheureusement ce qui se passa ici, car un jour, l'homme n'était jamais rentré à la maison. Sa femme attendit un petit temps avant de partir à sa recherche, en étant morte d'inquiétude. Elle s'aventura sans aucune hésitation dans des endroits qu'aucune personne censée n'aurait songé explorer, car son amour était bien plus fort que cela. Mais l'amour ne suffit pas, encore plus quand il est question de vie. Elle retrouva son mari en suivant une piste d'affaires, et le découvrit congelé dans un bloc de glace. Devant cette découverte, la femme sombra dans un profond chagrin. Elle ne pouvait même pas le serrer dans ses bras une dernière fois. Alors elle renonça à sa vie et supplia le ciel de lui donner la chance de rester pour toujours auprès de son bien-aimé. Le ciel répondit à sa prière et changea la femme en une magnifique fleur blanche qui pousserait à jamais sur la montagne, restant au plus près de son époux, à jamais. J'aime à croire que le couple se sera réuni d'une manière ou d'une autre, mais la légende n'en dit pas plus à ce propos. C'est ainsi que naquit l'Edelweiss, que l'on peut aussi appeler l'immortel des neiges, ou encore l'étoile des glaciers. Une autre légende prétendrait que l'Edelweiss serait en fait l'étoile du berger, qui après avoir guidé les rois mages se serait réfugié sur les hauteurs alpines, avant de se disperser en fragments sur la terre, pour ensuite renaître en fleurs aussi pures que la neige. Mais nous allons nous arrêter là. Cependant, il est intéressant de noter que bien des fleurs possèdent des légendes ou des contes qui leur sont rattachés, et cette histoire nous le prouve. Peut-être que nous verrons encore d'autres légendes liées aux fleurs par la suite. Voilà qui met fin à cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment devant et que vous avez apprécié les histoires qui y sont contées. Dans le prochain épisode, nous irons dans un endroit un peu plus au sud. Peut-être avez-vous déjà goûté le crespeu? Si c'est le cas, ça vous donne déjà une petite idée. Mais d'ici là, je vous retrouve dans la semaine pour découvrir une autre histoire que l'on m'a partagée. N'hésitez pas à participer vous aussi en partageant un conte, un mythe ou une légende de votre connaissance, même simplement un nom, une adresse mail est là pour ça. Je vous souhaite une bonne semaine à venir et je vous dis à bientôt.